Alors, je vous ai dit dans une vidéo précédente que les temps changeaient. Et il y a des choses vraiment que je m'attendais pas à voir de mon vivant, alors que je me permets de penser que je demeure quand même relativement jeune. Eh bien, il y a vraiment des choses en géopolitique que je ne m'attendais pas à voir. Peut-être pas de mon vivant, mais avant, disons, ma retraite ou que sais-je. À savoir la dédollarisation de l'économie mondiale. Il se passe des choses aujourd'hui en géopolitique qui nous dépassent et qui change complètement la donne. Tous les empires croient qu'ils sont éternels, c'est normal, c'est dans leur nature. Et l'Empire américain n'a pas fait exception, comme l'Empire britannique ne s'attendait pas à être démantelé après 1947, et comme l'Empire espagnol ne s'attendait pas non plus à se voir supplanté par un empire britannique qui n'avait pas accès à l'Amérique du Sud et à ses réserves d'or et d'argent colossales. L'Empire américain, évidemment, vous le savez, sa grande puissance, c'est le dollar. C'est-à-dire que toutes les ressources, toutes les matières premières sont étiquetées en dollars, sont cotées en dollars, et ça signifie que le dollar est le coupon de souveraineté du monde. Ça signifie réellement que si vous voulez être un État souverain, vous avez besoin de dollars. Parce que pour être un État souverain, il faut pouvoir acheter sa propre énergie, ses propres matières premières en général, que ce soit le café, dont le Japon a par exemple des ressources stratégiques, ou le sirop d'érable, j'ai pas vérifié s'il était coté en dollars américains, mais ça ne m'étonnerait même pas, alors que le Canada a en effet la plus grosse réserve stratégique de sirop d'érable. Mais le café que le Japon stocke, il est coté en dollars, la bauxite, le strontium, l'uranium, le cobalt, évidemment le pétrole, le gaz naturel, le blé, toutes les matières premières sont cotées en dollars, donc si vous voulez être un pays souverain, il faut douiller en dollars. Et là, d'un coup, eh ben, on voit des États qui commencent à faire des contrats pétroliers en euros et j'ai envie de dire impunément, et pas seulement en euros, mais aussi en yuan ou en roupies indiennes. L'Inde arrive aujourd'hui à vouloir régler son commerce international en roupies. Enfin, c'est complètement fou. On est dans une situation où le dollar pourrait s'effondrer. Je ne comprends pas, même moi, ce qu'il se passe. C'est-à-dire, dans quelle mesure l'Empire américain n'est pas intervenu et n'a pas, évidemment, fait tous les coups d'État qu'il aurait fait, puisque quand, évidemment, l'Irak a décidé de faire des contrats pétroliers en euros, immédiatement, elle s'est vue placée dans l'axe du mal. De la même façon pour le Venezuela, où il y a eu des interventions. De la même façon, bien sûr, jusqu'à la Corée du Nord, qui avait commencé à faire des transactions hors dollar. Et là, on a en effet les BRICS qui ont développé une puissance, une force de frappe sans précédent, et dans la situation évidemment de la guerre en Ukraine, une intégration bien plus grande, une orientalisation bien plus grande de la Russie. Les États-Unis, avec notamment Brzezinski, avaient anticipé que cette orientalisation fût désastreuse pour la géopolitique russe, mais au contraire, cette orientalisation aujourd'hui offre des débouchés majeurs à la Russie. Et donc on se retrouve avec une Russie qui est objectivement plus forte, ce qui, sauf si la géopolitique jouée par les États-Unis était en 2-3 bandes et qu'elle m'échappe complètement, est un échec pour eux. Et puis on voit un autre phénomène sur lequel je voulais vraiment insister, et je vais faire ma profession de foi, mais j'aime de plus en plus Mohamed Ben Salman. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu fais, Idriss, t'as retourné ta veste, t'as été payé par l'Arabie Saoudite? Mais non, j'ai même pas été payé. Mais la politique étrangère de Mohamed Ben Salman aujourd'hui est complètement dingue, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que la normalisation des relations avec l'Iran est une excellente chose, c'est la preuve d'un gouvernement mature, mais vous ajoutez à ça le règlement de contrats pétroliers dans d'autres devises que le dollar, vous ajoutez à ça des relations très particulières avec la Chine, vous ajoutez encore à ça les positions que Mohamed Ben Salman a prises, où il a méprisé Joe Biden, mais d'une force. Enfin, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Je pense, là c'est vraiment mon opinion perso, je pense que Mohamed Ben Salman, en réalité, il sait évidemment, comme tout dirigeant un peu informé des affaires du monde, que Biden ne dirige rien du tout, qu'il n'a pas les capacités cognitives pour être président des États-Unis, que Biden représente le 3e mandat que Barack Obama voulait exercer. Il l'a dit à plusieurs reprises, il a dit qu'il aurait aimé faire 3 mandats. Eh ben c'est chose faite. D'ailleurs, la politique étrangère américaine ressemble à du Brzezinski-Obama, pour simplifier, en particulier avec l'Ukraine, depuis les accords de Minsk jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je pense vraiment que MBS est au courant. De toute façon, si moi je suis au courant, il l'est aussi. Je veux dire, c'est un chef d'État quand même. Et je pense donc qu'il est au courant que c'est Barack Obama qui dirige. Et Barack Obama, déjà, MBS n'avait pas un respect immense pour lui. Par contre, il avait un très très grand respect pour Donald Trump. Ça, c'est vrai. Et MBS et Trump s'entendaient très bien, se respectaient. Et d'une façon générale, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Trump a eu une politique étrangère absolument stellaire. Je ne peux pas dire les choses autrement. Donc, Mohamed Ben Salman, selon moi, est parfaitement conscient de ce que Biden est une marionnette décérébrée littéralement, qui ne sait absolument pas ce qu'il dit ou ce qu'il fait, qu'il a même du mal à contrôler ses fonctions vitales, ses fonctions physiologiques, et que, en conséquence de quoi, il n'y a pas de raison particulière de respecter l'exécutif de façade que l'administration Obama, ou plutôt même Obama-Clinton, a mis
pour pouvoir continuer à exercer sa politique étrangère, sa conception, de la politique intérieure aussi d'ailleurs, mais sa conception de l'avenir des États-Unis. Et donc, MBS est en rébellion. Faut savoir que l'Arabie Saoudite, encore une fois, est un allié des États-Unis depuis les accords du Quincy. C'est quelque chose qui est un changement tectonique. Les accords du Quincy datent de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont survécu à la décolonisation, à la guerre froide, à la fin de la guerre froide, à l'ère d'hégémonie absolue des États-Unis, à savoir 91-2021. Gardez bien ça en tête, même si les manuels d'histoire ne le présentent pas comme ça. En histoire contemporaine, c'est vraiment 91-2021, la période d'hégémonie suprême américaine, dans le sens où ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, et ça a été bien sûr catastrophique, aussi bien pour eux d'ailleurs, que pour le monde en réalité. Parce que, comme je vous l'ai dit, je veux pas faire d'anti-américanisme primaire. Si les États-Unis s'effondraient d'un coup, c'est une certitude qu'il y aurait des conflits régionaux, et les conflits régionaux, ça veut dire des millions de morts. Donc, il ne faut pas souhaiter un effondrement abrupt des États-Unis, surtout pas. Même si les choses qu'ils ont faites en Irak sont abominables, on ne peut pas souhaiter de façon réaliste un effondrement des États-Unis parce que vous auriez des conflits régionaux qui feraient des millions de morts un peu partout dans le monde. Cependant, aujourd'hui, l'avènement des BRICS est total. Les BRICS au départ, c'était donc une nomenclature de Goldman Sachs, ça ne s'invente pas, c'est-à-dire en fait une nomenclature presque néocoloniale ou coloniale sur le plan financier, c'est-à-dire où allons-nous chercher les 5,5% de croissance que veulent nos actionnaires, avec ou sans effet de levier. Et donc les BRICS, c'était les nouveaux débouchés, mais de marchés à exploiter. Et puis ces marchés à exploiter se sont rendus compte qu'ils étaient puissants, la Chine en tête bien sûr, qui est entrée à l'Organisation mondiale du commerce en 2001, et dont tout le monde s'attendait à ce qu'elle fût une sweatshop économie, c'est-à-dire l'atelier du monde, mais pas plus. Puis maintenant, on la voit faire des chasseurs multi-rôles de 5e génération, comme d'ailleurs la Turquie, qui va rejoindre les BRICS, comme d'ailleurs, bien sûr, la Russie, avec le Sukhoi 57, qui est un chasseur de 5e génération et omni-rôle, même si pour l'instant, les États-Unis gardent la maîtrise dans ce secteur, avec le F-22 Raptor, qui a des performances de furtivité qui sont réputées être de très loin les meilleures au monde, mais bon, tout de même, ces BRICS se sont rebellés, et quand les BRICS se rebiffent, ça vous donne ça. Alors, maintenant, jusqu'où ça peut aller? Et ça, c'est la question que je voulais poser dans cette vidéo. Et si les BRICS faisaient leur ONU 2.0? Rien ne pourrait les en empêcher. Si les BRICS décidaient de monter une ONU 2.0, une organisation des BRICS avec un conseil de sécurité, parce que vous n'avez que 2 membres des BRICS qui sont membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU, à savoir la Russie et la Chine. Eh bien, si les BRICS décidaient d'avoir maintenant leur ONU à eux, avec un arbitrage des conflits, avec un déploiement de forces d'interposition comme les casques bleus, en Ukraine au passage, et même du point de vue ukrainien, on doit reconnaître que les territoires perdus qui n'ont plus de chance d'être récupérés aujourd'hui auraient pu ne pas l'être si les casques bleus avaient été déployés. Alors, le leadership politique ukrainien actuel n'aurait jamais pu accepter ça, et même devant son électorat, ou plutôt ses soutiens, pour pas dire électorat, parce que c'est davantage de soutien dont on doit parler, mais devant ses soutiens, le leadership ukrainien actuel n'aurait pas pu poser une force d'interposition de l'ONU dans le Donbass, c'est mort. Et de toute façon, les États-Unis, évidemment, s'y seraient opposés, et se seraient opposés au Conseil de sécurité, auraient fait valoir leur droit de veto, et donc ça n'aurait pas pu être fait. Cependant, il aurait été dans l'intérêt de l'Ukraine, pour pas perdre 3 fois la surface de la Crimée, ce qui est le cas maintenant, d'avoir une force d'interposition et de geler le conflit. Mais comme du coup, ça n'a pas été le cas avec l'ONU actuelle, les BRICS auraient maintenant une excellente raison de faire valoir qu'ils devraient créer leur propre force d'interposition, avec une chasse gardée, avec des terrains donnés dans lesquels ils feraient valoir leur suprématie géopolitique, mais en fait même leur autorité. Ils pourraient signer des traités qui auraient une sorte de force de prépondérance par rapport à des traités passés devant l'ONU, ou même par rapport à la charte de l'ONU. On pourrait envisager une charte des BRICS, dont les BRICS feraient valoir qu'elle serait supérieure à la charte des Nations Unies dans certains arbitrages, dans certaines situations, dans certains espaces géographiques. Alors ça nécessiterait une maturité géopolitique hors du commun, ça nécessiterait que la Chine, évidemment, arbitrera avec l'Inde ses conflits régionaux, et que l'Inde arbitrera avec un Pakistan également ses conflits territoriaux, le Cachemire notamment, mais les enjeux sont tellement puissants, sont tellement énormes, honnêtement, les diplomates pourraient se mettre autour d'une table en ce qui concerne les BRICS et arbitrer de cette façon. Et là, vous auriez les BRICS qui créeraient une ONU 2.0, un Yalta 2.0, qui ringardiserait complètement l'Union européenne et les États-Unis. Aujourd'hui, et Brzezinski l'avait bien rappelé, tous les centres de pouvoir politique dans le monde sont à Washington, que ce soit la Banque mondiale, le FMI, etc. Et pour le reste, c'est à New York, dans un bâtiment d'ailleurs qui a été fourni par les Rockefeller, ça ne s'invente pas, parce que en effet, les Rockefeller, hier comme aujourd'hui, voulaient un gouvernement mondial qui soit les Nations Unies. Les Nations Unies, c'était l'embryon d'un gouvernement mondial, mais la guerre froide a empêché cela d'arriver. Et le terme Nations Unies, c'était en gros États-Unis 2.0.
Mais comme la guerre froide a empêché ça d'arriver et que la fin de la guerre froide a créé une hubris américaine qui s'est très mal terminée, et on le voit aujourd'hui, eh bien les BRICS n'ont jamais été dans une position aussi forte, et même si on n'utilisait pas le terme BRICS évidemment dans les années 60, les BRICS aujourd'hui n'ont jamais été dans une position aussi forte, aussi dominante pour pouvoir créer un ONU 2.0 et finalement créer un système international peut-être plus multilatéral qu'aujourd'hui par nécessité, puisque dans les BRICS la parité est plus grande, autant dans les Nations Unies la parité est inexistante, c'est-à-dire que la superpuissance américaine écrase toutes les autres, mais dans les BRICS la parité est bien plus grande. Ce d'autant plus que la Russie arbitre entre la Chine et l'Inde, et la Russie continue à fournir des armes à l'Inde. Donc cette plus grande parité, si on est un peu idéaliste, ce qui est un peu mon cas dans cette vidéo en tout cas, eh bien on pourrait envisager, là aussi, qu'elle fût un facteur de stabilité, et qu'elle créa un moyen de stabiliser les relations internationales et d'arbitrer les conflits régionaux. Alors du coup, ce sont les gens qui n'auraient pas rejoint les BRICS qui seraient désavantagés. Le Japon, si on parle d'arbitrage, d'arbitrage en mer de Chine, d'arbitrage dans le premier collier d'îles, le Japon serait un perdant, parce que ceux qui étaient proches des États-Unis, si jamais on a une organisation des BRICS qui se crée et qui fonctionne comme une ONU 2.0, encore une fois avec un arbitrage des conflits, parce que pour être une ONU, il faut montrer qu'on peut faire la paix, hein. Vous aurez compris que c'est ça le principe. Donc, montrer qu'on peut faire la paix, les BRICS ont cette capacité aujourd'hui. En s'appuyant sur la situation en Ukraine, vous allez dire « Ah oui, mais non, mais la Russie a envahi l'Ukraine, alors on peut pas montrer qu'ils font la paix. » Oui, les États-Unis ont envahi l'Irak, c'était complètement illégal au regard de l'ONU, ça les a pas empêchés de se présenter comme leader de paix. Mais ce que je veux dire, c'est que les BRICS peuvent toujours faire valoir aujourd'hui, malgré l'invasion russe, eux, ils auraient pu créer une force d'interposition. Et que la force d'interposition qu'ils vont mettre en place, les casques BRICS, j'en sais rien, appelez ça comme vous voulez, aurait pu arbitrer des conflits. Et si jamais des pays décident de rentrer dans leur système et décident de donner leur chance aux casques BRICS, c'est pas ça le terme, mais bon, pour l'instant c'est le terme que je vais utiliser, eh bien ces pays-là vont renforcer, vont légitimer les BRICS bien davantage. Et ça va évidemment leur permettre d'exploser diplomatiquement, géopolitiquement, et de ringardiser l'ONU, et donc de rebattre les cartes. Parce que vous aurez des sommets dans lesquels vous aurez la moitié de la population mondiale, les 2/3 de la population mondiale, qui feront de l'arbitrage, qui feront des déclarations avec une tribune, qui vont créer un système monétaire, des organisations internationales, une OMS des BRICS, une OMC des BRICS, une Banque mondiale des BRICS, un FMI des BRICS, et ça peut faire très très mal. Enfin, pour les États-Unis. Et pour l'Union Européenne, puisqu'elle est complètement inféodée aux États-Unis. Et quand je dis inféodée, c'est même dans le terme latin, c'est fédérati, quoi. On est un peuple fédéré. On n'a pas droit à Arthur encore, c'est-à-dire qu'on est un peuple fédéré. L'Union Européenne, c'est des peuples fédérés aux États-Unis, avec une américanisation, mais il n'y a pas eu un leader, un roi Arthur, qui dit « Bon, stop, maintenant je suis roi de Bretagne » avant d'être un leader formé par Rome et romanisé. Il n'y a pas eu ça encore, il n'y a pas eu un Arminius du continent européen, il n'y a pas eu un roi Arthur du continent européen. Mais bon, la conséquence, c'est que l'Europe a complètement raté, mais vraiment complètement, le train des BRICS. Que l'Europe aurait pu faire partie des BRICS si, bien sûr, elle avait eu des relations différentes avec la Russie, qui est un membre prépondérant des BRICS, puisque c'est le membre des BRICS qui a le plus gros arsenal nucléaire, et qui a une des meilleures diplomaties aujourd'hui, et qui avait aussi un grand réseau d'influence médiatique que l'Union Européenne a détruit avec Russia Today, Sputnik et tous ces organes de presse. Et bon, une Union Européenne avec des relations différentes avec la Russie aurait pu, elle, faire valoir son entrée dans les BRICS. Mais bon, ça c'est fini. Et je pense qu'il n'y a plus d'opportunité aujourd'hui. Enfin, pas avant 10 ans, probablement, hein, 10 ou 15 ans. Et ça, c'est le grand shift géopolitique dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Donc, d'une part, une Arabie Saoudite qui se sent pousser des ailes parce qu'elle se sait protégée par les BRICS. Exactement comme Erdogan, d'ailleurs, quand il a décidé de tourner le dos aux États-Unis, a été protégé par un Vladimir Poutine qui pourtant ne l'aimait pas, et à qui il avait abattu un avion, un chasseur, et Vladimir Poutine pardonne très difficilement ce genre de choses. Poutine reste un joueur d'échecs, et il a décidé de protéger Erdogan quand la CIA a tenté un coup d'état contre lui, qui a failli réussir. Et ça, évidemment, ça lui a donné des billes pour arbitrer davantage au Moyen-Orient. Si demain, Israël décidait d'entrer dans le système des BRICS. Pas de façon totale, mais d'y mettre un pied. Israël pourrait donner une victoire aux BRICS, une victoire diplomatique marquante, sur un des sujets du conflit israélo-palestinien. Alors, vous allez me dire, avec les événements actuels, ça n'a pas l'air de se profiler. Non, faut penser long terme. Je ne parle pas de situations conflictuelles qui peuvent durer 6 à 9 mois. Non, je parle vraiment d'une situation de 5 à 10 ans. Mais Israël pourrait être très très tenté d'offrir sur un plateau une preuve de succès diplomatique aux BRICS. Et là, ça vous marquerait, selon moi, un changement total des alliances de l'ordre mondial et un 21e siècle qui appartiendrait aux pays émergents, maintenant émergés, et dans lequel les États-Unis ne seraient plus qu'une puissance régionale, et peut-être même
ça va vous paraître complètement fou que vous vous retrouveriez d'ici 2040 ou d'ici 2050 avec des États-Unis qui souhaiteraient rejoindre les BRICS.